Mais on commence tout de suite, je vous le disais, par la situation des tribunaux correctionnels. Bonsoir Luc Hénard. Bonsoir. Alors c'est la confusion aujourd'hui au tribunal correctionnel de Bruxelles ? En tout cas, on est face à une incertitude. L'arrêt est intervenu vendredi. Je parle de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a donc annulé la correctionnalisation quasi totale des crimes en délit. Il est clair que cet arrêt qui a annulé un ensemble de dispositions va poser ou va amener à ce que les juridictions, les juges vont se poser la question de leur compétences. Est-ce que oui ou non, ils sont compétents lorsqu'ils ont été saisis par la Chambre du Conseil pour traiter une affaire qui, en principe, était du ressort de la Cour d'assises. Alors, pour qu'on comprenne bien, la mesure qui prévoyait que la plupart des affaires jugées jusqu'ici en cour d'assises soient correctionnalisées, donc jugées devant un tribunal correctionnel, a été cassée par la Cour constitutionnelle. Oui. Et cette décision de la Cour constitutionnelle vient à peine d'être publiée au Moniteur, et donc elle prend effet maintenant. Et c'est ça qui crée alors aujourd'hui cette confusion au tribunal. Bien sûr, puisque la question de la compétence des juges correctionnels va être posée et doit être posée. C'est ce qu'on appelle, ou ce sont ce qu'on appelle les dispositions d'ordre public, et donc il faut que la question soit soumise au débat, et cela crée donc un débat dans le débat, avec les conséquences qui s'y attachent. Et pourquoi leur compétence se pose justement précisément maintenant ? Mais parce que maintenant, donc à partir du moment où l'arrêt a été publié, eh bien le processus de correctionnalisation tel qu'il a été mis en place ne peut plus avoir lieu. Donc aujourd'hui et pendant la période où la loi était en vigueur, il y a eu une correctionnalisation. Toutes ces affaires sont une possibilité de correctionnalisation. Toutes ces affaires sont arrivées devant les juges correctionnels, alors que de l'avis de la Cour constitutionnelle, eh bien, il y a une violation de la Constitution par le législateur et ça n'aurait pas pu se produire. Nathalie Galland, vous êtes avocate, vous êtes pénaliste et vous êtes en tout cas vous traitez, vous êtes l'avocate dans une de ces affaires, ou la première affaire qui arrive justement devant le tribunal correctionnel depuis la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Tout à fait. La question s'est posée ce lundi, donc le 15, c'est-à-dire 3 jours après la publication de l'arrêt. Et il s'est posé de quelle manière, donc concrètement? C'était une affaire qui avait été introduite devant le tribunal correctionnel, une affaire de meurtre, qui en principe par le passé était du ressort de la cour d'assises. Un calendrier pour les auditions de témoins, les plaidoiries des parties civiles, de la défense, le réquisitoire du parquet avait été défini au cours de l'année 2017 et l'ouverture du procès effectif se tenait ce lundi. Avec évidemment toute la question de savoir, vu que entre-temps l'arrêt de la Cour constitutionnelle avait été publié, que fait-on ? Est-ce qu'on postpose le procès le temps d'y voir un peu plus clair ? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était ? Ou bien est-ce que l'on fait ce qui s'est passé en l'occurrence ? On demande à chacune des parties sa position par rapport au problème. Nous avons eu chacun voix au chapitre pour dire si on estimait que le tribunal était compétent ou ne l'était pas. Et le tribunal en question a pris la décision de joindre cet incident au fond, ce qui signifie en langage normal que l'affaire a été examinée intégralement sur la culpabilité, sur la peine, mais également sur la question de la compétence, et que le tribunal rendra une décision par laquelle il se prononcera et sur sa compétence, et s'il s'estime compétent sur la culpabilité et sur la peine, et s'il s'estime incompétent, à ce moment-là, le procès devra bien évidemment être refait devra recommencer de bout en bout. Donc dans ce cas-là, les parties se sont exprimées en faveur de la compétence du juge. Oui. Donc les plaidoiries ont eu lieu, mais maintenant le juge pourrait décider qu'il n'est pas compétent et il faudra tout recommencer. Luc Hénard, il y a un problème d'interprétation de termes qui ont été utilisés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt, parce qu'on pourrait considérer que les affaires qui ont été renvoyées par une juridiction d'instruction ou par la Chambre du Conseil devant le tribunal peuvent être traitées. Or, ce n'est pas aussi simple que ça.
Mais ça, les juristes sont comme ils sont. Et à partir du moment où il y a une interprétation possible, eh bien, chaque avocat, les juges vont évidemment devoir se positionner par rapport aux conséquences de cet arrêt. Et c'est évidemment le problème majeur, c'est que aujourd'hui, et je pense qu'il faut le répéter, d'entrée de jeu, il y avait un problème par rapport à la constitutionnalité. Alors, on reviendra sur cette question-là de la loi en tant que telle, hein, de la décision en tant que telle, de la correctionnalisation de ces affaires criminelles. Mais juste pour terminer sur cet aspect d'interprétation, Nathalie Galland, le terme utilisé par la Cour constitutionnelle est celui de décision définitive. Alors, expliquez-nous quel est le problème d'interprétation qui se pose. En fait, en réalité, j'ai pris la peine dans l'intervalle de reprendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et la meilleure preuve qu'on est en pleine interprétation, c'est que nous avons constaté il y a quelques minutes que lorsqu'on relit le dispositif de l'arrêt, qui est en fait ce qui tient tout un chacun dans le cadre de ce problème, eh bien, la Cour constitutionnelle parle de décision. Le mot définitif sur lequel beaucoup de juristes glosent pour l'instant n'est pas intégré dans la décision de la Cour constitutionnelle. C'est donc déjà une interprétation du mot décision. Ah, si on parle d'une décision, c'est que ça doit nécessairement être quelque chose qui est définitif. Mais le terme n'est pas utilisé. Donc, je me demande dans quelle mesure... Donc on ne sait pas quelles affaires ça concerne, en fait. En définitive, je crois qu'effectivement, pendant quelques semaines, on va encore fonctionner au radar. Ouais, et pendant combien de temps ? À mon avis, qui va devoir au final trancher, il va y avoir des recours, la Cour de cassation va devoir se pencher sur la question. Mais donc ça peut durer. Oui, mais comme vous savez, s'agissant quand même de problèmes relevant le cas échéant de la compétence de la Cour d'assises, on parle donc de faits graves. La plupart du temps, ce sont quand même des faits où les personnes sont en détention. En détention, on juge plus rapidement que lorsque vous êtes en liberté. On ne va pas attendre des mois pour avoir une interprétation claire de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, me semble-t-il. Justement, Luc Hénard, je voulais vous demander quelles conséquences finalement sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement avec toutes ces affaires ? Ça veut dire qu'elles peuvent être retardées pendant combien de temps ? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences concrètes ? Maître Galland l'a dit, ce sont des affaires graves, ce sont des faits graves qui sont jugés. Souvent, les personnes qui sont soupçonnées de les avoir commis sont en détention. Ce qui veut dire que ces affaires ont la priorité, pour employer notre jargon. Mais qui dit priorité, c'est le phénomène du clou. Un clou en chasse un autre. Et donc, ces affaires-là vont devoir être traitées par priorité, et toutes les autres qui étaient prévues pour être plaidées vont être chassées plus loin. Ça veut dire quoi, un engorgement des chambres ? Ça veut dire un engorgement des chambres, ça veut dire une désorganisation. On peut se livrer, et c'est ce que nous faisons, à une organisation pour le bon fonctionnement et la bonne gestion de ces affaires pénales, mais il est évident qu'avec une telle fantaisie dans la manière de légiférer, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, eh bien, l'organisation de ces procès relève plus de bouglione qu'autre chose. On a bien compris, mais en tout cas, la loi en question, la loi de Kuhn-Gaines, n'avait pas votre faveur. Mais donc, conséquence... C'était surtout prévisible. C'était prévisible. C'est ça le pire. La décision de l'arrêt de la Cour constitutionnelle était prévisible. Tout à fait. Nathalie Galland, est-ce que donc, cette insécurité juridique ne peut pas aussi créer une forme d'inégalité entre les justiciables ? Parce que certains dont l'affaire a été correctionnalisée vont finalement être jugés en correctionnel, et puis d'autres pas, vont être renvoyés en cour d'assises. Une forme d'arbitraire. Il y a des dispositions transitoires, notamment en matière de peine, puisqu'on considère que la loi pénale ne peut pas rétroagir lorsque ces effets sont plus sévères pour le justiciable, les effets de la nouvelle loi, que ceux de l'ancienne. Mais non, il y a par contre, effectivement, on parlait de bouglione, mais moi je me retrouve confrontée depuis une semaine en permanence à des appels téléphoniques de part et d'autre, et alors... Oui, comment ils réagissent, vos clients ? J'entends de tout. Alors, allô, Maître Galland, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu ?
un détenu en préventive pour meurtre à la prison de Lantin, je vais pour finir quand même être jugé par la cour d'assises. Chic alors, je ne suis plus récidiviste, je suis primaire. Donc, parce qu'il était récidiviste devant un tribunal correctionnel. Parce qu'il avait de très lourds antécédents judiciaires et donc fatalement, il se disait la cour d'assises. En moi-même, je me disais, vu le type de fait, je ne suis pas certaine que moi, personnellement, donc en tout cas, il y a des clients, certains de vos clients ont l'impression que ça les arrange d'être jugés en assises et d'autres d'être jugés en correctionnel. Exactement. En tout cas, eux-mêmes sont perdus pour l'instant. Ils sont complètement perdus. Et de l'autre côté, j'ai un autre coup de fil de quelqu'un qui a été jugé en correctionnel, qui a écopé de 20 ans de prison, qui a interjeté appel et qui me dit, maître, est-ce que ce qui vient d'intervenir, ça veut dire que je risque pour finir, puisque ma décision n'est pas définitive, de peut-être quand même me retrouver à la cour d'assises dans une affaire éminemment grave? C'est difficile de répondre. Ouais. Luc Hénard, là-dessus, justement, sur cette inégalité entre justiciables, dans le cas présent, dans l'insécurité et dans le flou actuel, puisque certains, pour des raisons qui ne sont pas forcément compréhensibles, vont être jugés en correctionnel et puis d'autres pas, finalement. Mais bien sûr, et donc cette insécurité juridique, et Maître Galland l'a dit, ce qui est insupportable dans la manière dont les choses se sont mises en place, c'est que d'entrée de jeu, il y avait une violation flagrante de la Constitution. Et beaucoup de juristes et des juristes éminents ont annoncé la couleur. Et on s'est retrouvé face à un prestidigitateur qui s'est dit « mais peu importe ce qui va être décidé, moi, j'aime pas la cour d'assises pour les motifs qui lui appartiennent, eh bien, on va correctionnaliser. » Et il faut lire l'arrêt de la Cour constitutionnelle parce que, allez, pour être un peu imagé, c'est pas une claque que reçoit le législateur, mais c'est plusieurs. Et celui qui a proposé au législateur de modifier tout ça, rappelons-le tout de même, c'est notre ministre de la Justice, et il viendra nous dire, bien entendu, que la désorganisation générale est le motif pour lequel il faut tout réformer et réformer encore plus. Il faudrait lui rappeler que, à force de mettre le désordre dans l'ordre judiciaire, eh bien, on finit par se demander si ce n'est pas de propos délibérés qui le fait. Nathalie, oui, une réaction là-dessus? Ben oui, enfin, je donne un bête exemple. Rapidement, parce qu'on a plus beaucoup pour de temps. justifier notamment l'intérêt d'un tribunal correctionnel, la rapidité, ça va plus vite qu'à la cour d'assises, etc., s'était posé la question de savoir, le tribunal correctionnel, il ne peut pas prononcer des perpétuités, notamment, etc. Et donc on avait, mais le tribunal peut prononcer des peines de 30 à 40 ans. Par contre, le législateur a complètement oublié d'intégrer dans sa nouvelle loi d'il y a 2 ans et demi les crimes qui pourraient être punis de ce genre de peine de 30 à 40 ans. Donc vous imaginez un peu l'absurdité. Les codes ne sont pas encore adaptés. Peut-être rapidement, avant de terminer sur ce chapitre-là, comme vous le disiez, donc la loi, elle a été d'application pendant un certain temps. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui sur le terrain? Parce que l'un des objectifs visés, c'était faire des économies et notamment l'efficacité, la rapidité dans le traitement des affaires. Quels sont vos sentiments par rapport à ça? Très rapidement, l'un et l'autre, et puis on devra clôturer. Moi, j'ai participé à plusieurs procès correctionnels pour des crimes correctionnalisés. Je trouve que les magistrats ont bien fait ça. C'est vrai que souvent, cela a été nettement plus vite qu'à la cour d'assises, peut-être parfois avec des résultats plus mesurés que ceux que l'on peut avoir à la cour d'assises. Donc, dans l'absolu, moi, je ne suis pas nécessairement une fervente adepte de la cour d'assises, du tout. Donc, saluons quand même le travail des magistrats correctionnels. Ils ont fait du très bon boulot. Ouais, Luc Hénard, rapidement là-dessus sur le bilan. Donc vraiment quelques mots, on a 30 secondes. En quelques mots, il est clair que, et merci Maître Galland de dire que les magistrats font bien leur travail, ça ne veut pas dire que les membres du jury ne le font pas, mais je crois qu'il y a eu un phénomène de correctionnalisation vraiment très important, et là, petite remarque, c'est vrai qu'on a vu par exemple en Flandre une correctionnalisation beaucoup plus importante que du côté wallon. C'est peut-être aussi 2 poids, 2 mesures, et ce dont le citoyen a besoin, c'est d'être traité de la même manière partout où il se trouve. Très bien, merci à tous les deux pour vos explications.